On va s'intéresser maintenant à la réforme des retraites, mais pas que, avec notre invité, c'est le patron de l'UNSA, c'est Laurent Escure. Bonjour à vous, merci d'être là. Vous êtes sur le plateau, donc on va vous entendre tout à fait convenablement. Merci Laurent Escure d'avoir accepté notre invitation. UNSA, 4 lettres pour une union nationale, celle des syndicats autonomes. Vous en êtes le secrétaire général et vous n'allez certainement pas faire passer une année douce à la Première ministre Elisabeth Borne et à son gouvernement en ligne de mire la réforme des retraites. Enfin, réforme. Encore faudrait-il que vous soyez d'accord, ne serait-ce que sur l'intitulé, puisque vous parlez de mesures paramétriques punitives. Le ton est donné. Vous étiez hier dans le bureau d'Elisabeth Borne sous les ors de Matignon. C'était sympa? Il y avait des chouquettes? Non, il n'y avait pas de chouquettes. On s'est souhaité la bonne année parce que quand même... On peut être en désaccord et rester courtois, y compris dans les batailles que nous menons. Et à part les organisations patronales, tous les syndicats sont contre la réforme. Ça fait combien de temps qu'une telle union n'avait pas eu lieu entre syndicats? Ça fait une dizaine d'années à peu près, oui, c'est ça? La dernière fois que l'intersyndicale était au grand complet, comme on dit, c'était en 2010. Ça s'est poursuivi après le mouvement des retraites de 2010. Par des réunions où on faisait le point de la situation jusqu'en 2012, mais donc ça fait déjà plus de 10 ans que ce n'était pas arrivé. Et là, ça fait maintenant plusieurs mois, en prévision d'ailleurs de cette réforme des retraites, puisqu'elle était annoncée de longue date, enfin cette mesure de recul de l'âge de retraite, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on se... Donc vous vous organisez depuis plusieurs mois, c'est ça? Ça a commencé quand, votre organisation commune, collective? En juillet, d'abord en produisant un texte sur la question du pouvoir d'achat, un autre sur la question de l'assurance chômage. Mais on avait en arrière-plan le calendrier, puisqu'il aurait pu être accéléré. Il était question de l'accélérer à la rentrée par un amendement dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc en prévision des retraites, on a continué à se voir, à échanger, y compris pendant les concertations, pour faire le point et prévoir la riposte éventuelle si le gouvernement s'entêtait, et il semble que c'est plutôt la voie qu'il a choisie. On vous a senti hier soir quand vous êtes sorti du bureau de la Première ministre. On a senti d'ailleurs tous les syndicats très remontés. Vous n'en voulez pas de cette réforme. Vous l'avez trouvée comment, Elisabeth Borne? Elle est hésitante ou elle est déterminée à aller jusqu'au bout? Je pense qu'elle est là parce que le président de la République l'a nommée pour mettre en œuvre son programme. Et dans son programme, il y a, et il a répété à plusieurs reprises, cette histoire d'allongement du temps de travail des Français. Et à travers l'allongement de la durée de cotisation via le report de l'âge légal de retraite. Donc elle est déterminée à le faire parce qu'elle savait qu'elle avait été nommée pour faire ça, elle le fait. Je pense que je l'ai trouvée déterminée, j'espère pas. En tout cas, pour l'instant, elle n'a pas donné de signe que mardi prochain, elle annoncerait autre chose qu'un report de l'âge légal. Il y a évidemment la détermination convoquée par sa fonction, mais il y a votre ressenti à vous, quand vous êtes face à cette femme, ça n'est pas la première fois que vous la rencontrez, qui est Première ministre. Dans ce bureau, quelle est l'atmosphère? Est-ce qu'elle est cordiale? Ça, vous l'avez dit, on n'en doute pas un instant. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a une possibilité d'assouplissement? Ou est-ce qu'au contraire, on a une main de fer dans un gant de velours? Je ne sais pas s'il y a du velours ou du fer, mais en tout cas, il y a, pour l'instant, ça ne bouge pas, et pas dans le bon sens. C'est-à-dire que nous, à l'UNSA, on croit à la qualité des arguments, et je crois que la Première ministre, elle fait partie de ces hommes et femmes politiques, à aimer la qualité des arguments, elle aussi. Mais il se trouve qu'on a un désaccord. Autant on peut discuter sur la pénibilité, même si ça ne va pas assez loin. Elle est ouverte au dialogue, elle est ouverte sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors. Mais sur le fond, déjà ça, ce qui va plutôt dans le bon sens, c'est pas assez, et on l'a signifié à plusieurs reprises, parce qu'il y a très peu de contraintes, notamment pour les employeurs. Sur l'emploi des seniors? Oui, et sur la pénibilité, et sur la question du financement, puisque c'est là le point d'achoppement principal. Nous, on a dit à plusieurs reprises, comme le rapport du corps. Dans le rapport du corps, il est dit qu'il y a 4 scénarios, 3 qui ne sont pas trop défavorables, voire même qui pourraient résorber le déséquilibre momentané tout seul grâce au temps, un qui est plus défavorable. Mais tous ces scénarios, quand même, disent que le système sera déficitaire au moins jusqu'en 2039. 1 sur 3, 1 sur 4. Un seul sur 4 dit ça. Et après, dans ce scénario, mais je veux bien le prendre pour moi, et dire, bon, OK, regardons ce scénario. Ce qui est dit par le corps, c'est qu'on ne peut pas se servir de ce rapport. C'est le Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites dit qu'on ne peut pas se servir de ce rapport pour justifier une mesure d'urgence paramétrique ou un débat politique autour de la question de l'âge de départ à la retraite. Donc c'est dit dans le rapport, donc c'est quand même
ça aussi c'est dit. Et deuxièmement, nous, ce qu'on dit à l'UNSA, c'est que dans l'ordre, est-ce qu'il y a péril dans le système? Non, puisque ce déficit momentané d'une dizaine d'années ne représente que 3% de la masse consacrée aux retraites. Et franchement, si jamais le ministre des Comptes publics avait un déficit de 3%, je suis presque sûr qu'il en serait très content, parce qu'on est bien au-dessus aujourd'hui. Donc c'est 3% et c'est momentané. Donc est-ce qu'il y a péril en la demeure sur le système des retraites? La réponse est non. Donc sans parler de cette réforme-là, vous êtes contre, ça on l'a compris, vous dites carrément, il est totalement illégitime à ce stade de réformer. Ça ne sert à rien. Plus exactement, puisque je pense que ce n'est pas une réforme, mais une mesure paramétrique punitive, puisque j'ai utilisé le mot. Je dis, est-ce qu'il y a péril en la demeure? Non. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Peut-être. Est-ce qu'il y a urgence? La réponse est non, puisque ce n'est pas tout de suite. Donc il ne faut pas réformer, non, mais disons les choses clairement. Non. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres solutions? J'y viens. Oui, il y en a. Et nous, on en a à la fois pour payer l'équilibre du système des retraites et payer le minimum de pension à 85% du SMIC ou un peu plus, parce que nous, c'est ce que nous voudrions, à payer le retour de la pénibilité, à payer... 85% du SMIC. C'est ça. Ce qui est une avancée. Ce qui est une avancée, mais par exemple, pour l'instant, on a compris que ça concernait que ceux qui allaient rentrer dans le système. La Première ministre sur France Info nous a dit que... Ça peut peut-être bouger. Exactement. Bon. En tout cas, ça coûte 2 milliards. Donc je prends les chiffres du gouvernement, 10 ou 12 milliards de déficit annuel pendant une dizaine d'années. 2 milliards pour financer cette mesure. 2 ou 3 milliards pour financer le reste, c'est-à-dire le paquet pénibilité, égalité qu'on essaie de revendiquer. Il y a d'autres mesures que le recul de l'âge pour financer ça, d'autant que le recul de l'âge pourrait faire perdre de l'argent. Vous avez reçu, je crois, sur vos antennes, peut-être à la radio, le président de la Mutualité française qui C'était ce matin, tout à fait. Qui avait un impact de 10 ou 12 milliards sur les mutuelles, sur la prévoyance, à cause de ce recul de l'âge de départ à la retraite. Il y en aura sur l'assurance maladie, il y en aura sur l'assurance chômage. Donc on transfère en réalité un déficit vers d'autres systèmes. Mais c'est quoi vos solutions concrètes? Alors comment on finance? Il y en a deux. Et ce n'est pas que moi qui le dis, ce sont des économistes. Le président du Cercle des économistes dit si on augmente de 10 points l'emploi des seniors, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 55 ans, on finance non seulement l'équilibre des retraites, mais on paye la pénibilité, on peut même dégager un peu d'argent sur la dépendance. Sur l'emploi des seniors, avant d'aborder votre autre alternative, le gouvernement dit qu'il est prêt à s'y atteler. Il veut créer un index senior, notamment, à l'image de ce qui existe d'ailleurs pour l'égalité professionnelle. Il veut réviser le cumul emploi-retraite, créer un bonus aussi pour les demandeurs d'emploi seniors qui souhaitent reprendre un emploi moins bien payé que ce qu'offre l'indemnisation chômage. Ça n'est pas assez, ça ne va pas dans le bon sens. Non, ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas assez. Et surtout, ça fait plusieurs années, à chaque fois qu'il y a des efforts à faire du côté des employeurs, parce que là, il est question du côté des employeurs, c'est pas par plaisir que les gens sont au chômage après 55 ans. C'est parce que les employeurs n'en veulent plus, parce qu'ils coûtent trop cher, parce qu'ils sont dépassés, Et donc, il y a une responsabilité majeure des employeurs, et cette responsabilité n'est pas assumée, et le gouvernement ne veut pas les contraindre. Donc, et c'est toujours un peu la même chose, c'est on va inciter de possibles sanctions. Oui, c'est évoqué. Pas pour l'instant. Pour l'instant, vous avez parlé du bonus, mais vous n'avez pas parlé de malus, et vous avez bien fait, parce que pour l'instant, il n'est pas question de malus. Donc, le patronat n'en veut pas, je comprends leur point de vue, mais le gouvernement pourrait l'imposer. Et donc, il n'y a aucune contrainte qui repose sur les employeurs, et à chaque fois qu'on a besoin des employeurs, on dit on va leur demander d'augmenter les salaires. On va leur demander de créer des emplois. Bon, il ne suffit pas de porter des pins ou de demander au patronat de faire des efforts. Parfois, il faut les contraindre. Sinon, ça ne se fait pas. Sinon, on demande la réciprocité pour les salariés. Aujourd'hui, les salariés partent de plus en plus tard à la retraite parce qu'ils veulent essayer d'avoir un peu plus d'argent. C'est mécanique. Bon, faisons confiance aux salariés. Peut-être qu'ils travailleront plus longtemps. Mais laissons-leur le choix de partir, comme aujourd'hui, à 62 ans, s'ils le souhaitent. Ceux qui veulent travailler plus, ils le peuvent. Ils le peuvent. C'est entendu pour les seniors. L'autre option que vous proposez, c'est la hausse des cotisations, pour le financement des cotisations patronales. On n'est pas les seuls. On pourrait même le prendre pour les salariés. Si vous demandez aux salariés, est-ce que vous êtes prêts à travailler 2 ans de plus ou 3 ans de plus? Ou est-ce que vous êtes prêts, lorsqu'on est au SMIC, à payer 7 ou 8 euros, 5 euros parfois, quand on prend en charge quand on prend aussi les cotisations patronales? Mais je parle bien des salariés, là. Est-ce que vous êtes prêts à payer 4 ou 5 euros de plus ou 8 ou 9 euros de plus à terme par mois pour ne pas partir 3 ans plus tard? Leur choix sera vite fait. Même en ce moment, avec l'inflation, malgré la question du pouvoir d'achat, je les interroge. Ce n'est pas une proposition absolue qu'on met sur la table, nous, en tant que revendication. On préfère que, comme le demande avant les fêtes, j'espère qu'il n'a pas changé d'avis, Michel-Édouard Leclerc, il dit, plutôt que d'avoir un conflit social qui va nuire à l'économie,
Le patron du groupe Leclerc, on le précise, hein, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus, mais enfin bon, c'est bien de le préciser. Mais lui, il dit, c'est un patron, et il dit, plutôt que d'avoir un conflit social, si pour la question de l'équilibre des retraites, il faut augmenter un peu les cotisations patronales, j'y suis prêt. Bon, bah, voilà, très bien. Et les cotisations salariales, vous dites, ce serait même pas dit, regardez, ça serait entre quoi, 5 et 10 euros Oui, parce que quand vous regardez ce que veut faire le gouvernement, il veut augmenter progressivement la durée de... Progressivement, mais ça va pénaliser tout de suite certaines générations. Mais progressivement, tout le monde partira dans quelques années à 64, sans doute, 65 peut-être, obligatoirement. Bon. Et en le faisant monter progressivement. On pourrait faire la même chose. Franchement, on a un mauvais moment à passer le premier trimestre là, par rapport à l'inflation. Il y a des revendications de pouvoir d'achat qu'on essaye de satisfaire. En tout cas, nous, on les demande. Mais si vous augmentez à partir du 1er janvier prochain, dans un an, les cotisations de 2 ou 2,5 € par an pendant 2 ou 3 ans, ça suffira. On aura... Et l'avantage des cotisations, c'est que c'est réversible. C'est plus facile C'est plus malléable. Non, mais c'est plus facile de dire, pendant 10 ou 15 ans, on en a besoin. Et après, ça se passe d'ailleurs pour des régimes complémentaires, on peut les rebaisser. Quand Elisabeth Borne dit l'âge légal, puisque c'est le sujet qui est particulièrement crispant, n'est pas un totem. Comment vous interprétez ça? C'est de la com? C'est une vraie main tendue? C'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit précisément les 65 ans ne sont pas un totem. Et donc, ça peut être 64,5, 64. Ça peut être aussi l'accélération du Touraine. C'est plutôt ce qui est dans les tuyaux, nous semble-t-il. En tout cas, on aura cette mesure d'âge d'au moins 2 ans. Et vous dites pas un mois, pas un jour, pas un an de plus. Pas un an, pas un mois, pas un jour de plus. On a d'autres systèmes pour le financer. J'ai essayé d'en faire la démonstration. Et ça va créer une colère terrible qui va nuire aux performances économiques. Ça va enlever des recettes fiscales. Ça va enlever des recettes sociales. Et déjà, il y en a assez, parce que ça fait déjà plusieurs années, qu'il y a beaucoup d'aides. On va en donner aux boulangers et on a raison de le faire. Oui, tiens, d'ailleurs... vous nous parlerez tout à l'heure de ce que vous avez pensé de l'intervention d'Emmanuel Macron ce matin. Non, mais on a raison d'aider les petites entreprises qui ont des salariés aussi, et plutôt qu'elles mettent la clé sous la porte. Et en plus, le pain dans ce pays est symbolique. Oui, mais vous disiez... D'ailleurs, ça devrait alerter le gouvernement de faire attention, parce que je pense que les manifestants sur les retraites ne se contenteront pas de paroles en l'air ou de dire, puisqu'ils n'ont plus de pain, ils n'ont qu'à manger de la brioche. Mais vous disiez, le gouvernement ne contraint pas assez les entreprises. Là, Emmanuel Macron, il dit aux fournisseurs d'énergie, faut renégocier les contrats. Oui. Il les contraint pas. Il fait les gros yeux, voilà. Très bien, mais ça suffit pas. Donc ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Et surtout, non seulement on ne contraint pas les entreprises, mais régulièrement, on leur fait, sans distinguer là où il y en a besoin et là où il n'y en a pas besoin, des cadeaux, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a des cotisations qui viennent financer notre régime de protection sociale et notamment nos retraites, qui sont allégées ou supprimées pour créer des emplois, encourager des activités, faire attention par exemple pendant le Covid, quoi qu'il en coûte pendant le Covid, venait en appui de l'argent public pour aider les entreprises, sans distinguer celles qui en avaient vraiment besoin, celles qui n'en avaient pas besoin. Donc les mesures ciblées, c'est bien. On aide les boulangers, on ne va peut-être pas aider les restaurateurs. Oui, mais du coup, ça vous convient comme discours? En tout cas, il faut aider ceux qui en ont vraiment besoin. Ils sont déjà aidés. Il y a eu les PGE, il y a eu les... mais la politique du gouvernement depuis 5 ou 6 ans, c'est d'aider les entreprises de manière indistincte et donc de fabriquer des allègements de cotisations alors que les gens qui travaillent fabriquent des dividendes. Il y a le dividende qui va alimenter l'investissement et les actionnaires, mais le dividende social que sont les cotisations et qui doivent alimenter la protection sociale, il a disparu. Donc on nous a fait les poches d'un côté en enlevant ces cotisations, et de l'autre, on nous dit qu'il faut travailler 2 ans de plus. C'est pour ça qu'il y a une réaction épidermique de la part des salariés, et que je les appelle, en dehors de ce qu'on va faire comme mobilisation, nous, syndicats, à se manifester tous les jours à partir de l'annonce du gouvernement, pas se manifester dans la rue, pas forcément, mais à se manifester tous les jours pour dire, comme ils le font dans les sondages, leur opposition à cette réforme. Alors, vous dites pas forcément dans la rue, mais enfin bon, la rue sera quand même une option protestataire, ça semble une évidence à vous entendre. Oui, c'est-à-dire que mardi 10 janvier, la Première ministre annonce son projet. Il est vraisemblable qu'elle... Vous réunissez le soir tous les syndicats? On va se réunir le soir en intersyndical et sans doute fixer une première date de mobilisation. Donc oui, en effet, il y aura... À votre avis? Je n'en sais rien. Pas loin du Conseil des ministres, puisqu'il y en a un. C'est le 23, le projet est présenté le 23. Après. Nous, on n'a pas de préférence, on verra ce qu'on décide collectivement. L'important, c'est qu'on reste groupé sur ce lancement du mouvement de la mobilisation sociale. Donc oui, il y aura des manifestations, sans doute des grèves, il y aura peut-être des rassemblements, il y aura peut-être des manifestations le samedi et le dimanche, mais je crois que le mouvement va être
profond et intense. Justement, quelles sont vos remontées du terrain? Vous qui êtes présent notamment dans la fonction publique, à la SNCF, à la RATP, qu'est-ce qu'on vous dit? Je pense que dans les transports publics, il va y avoir sans doute un mouvement un peu dur. Je pense que dans le privé, parce que l'UNSA a la particularité d'être le petit syndicat qui monte, et donc on progresse dans le privé beaucoup. J'ai vu d'ailleurs, il y a des patrons exemplaires. J'ai visité une entreprise qui fabrique Orangina. Et les salariés, à notre initiative, ont obtenu du patronat, sur la pénibilité par exemple, donc comme quoi on peut obtenir des choses, que plutôt que de réparer la pénibilité, après 45 ans, on ne puisse pas faire partie des équipes de nuit. Ce qui est une bonne idée. C'est-à-dire que plutôt que de dire on va casser les gens et on va essayer peut-être ensuite de leur mettre un peu de réparation, on prévient et on dit attention, après 45 ans, on ne fait plus de travail de nuit. Et ça, c'est une démarche qu'on a obtenue dans le privé. Donc mes remontées, elles sont simples. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont économisés dans l'action, qui n'ont pas forcément participé à certaines journées d'action qui ont eu lieu ces derniers mois, en prévision des journées d'action retraite. Et je sens quelque chose, oui, d'épidermique, parce qu'il est question de la vie des gens. C'est-à-dire comment on arrive, en quel état de santé on arrive, comment on profite de ses enfants, de ses petits-enfants, comment on profite de sa retraite, et est-ce qu'on sera encore vivant avant de partir à la retraite? Et c'est des questions qui sont tellement intimes qu'on voit, et je pense que le gouvernement ne l'a pas compris, qu'il y a une sensibilité très forte. Est-ce que vous espérez agréger les luttes, par exemple, faire lutte commune avec l'hôpital? En tout cas, la question des soignants et la pénibilité, je viens d'en parler, est très, très forte. Dans l'hôpital public, il n'y a pas de critère de pénibilité. Alors que ça peut exister dans certains hôpitaux privés. Donc il y a une vraie question de dureté du métier, de faiblesse des rémunérations dans la fonction publique en général, à l'hôpital en particulier. Donc pourquoi pas? C'est ce que vous dites. Je dis pourquoi pas, mais ça ne va pas être la convergence des revendications. En revanche, ça peut être sur les retraites, on va rester fixé sur le fait de faire reculer le gouvernement ou de lui faire choisir une autre option, tout en faisant les choses. Vous y croyez honnêtement? Moi, croyez que vous y je suis arriverez? syndicaliste parce que je pense parfois parce que je suis en colère de l'injustice sociale, mais je suis syndicaliste. Ils ont reculé sur une partie de l'assurance chômage. Parce que je pense qu'on peut convaincre, qu'on peut gagner. Donc ils peuvent reculer sur la réforme des retraites. Oui, et je souhaite qu'ils reculent, qu'ils changent d'avis, et deux, je préviens, je préviens. On sait comment un mouvement social part. On ne sait pas comment il tourne, on ne sait pas comment il se finit. Et on a les précédents. Et entre deux, il y a eu des mouvements parfois atypiques, parfois hors cadre syndicaux. Oui. Comme encore, il n'y a pas très longtemps pendant les vacances à la SNCF. En faisant ça, on joue avec le feu. Parce qu'il n'y a plus de filtre. Et c'est dangereux pour la cohésion démocratique de notre pays. Merci beaucoup Laurent Escure d'avoir été notre invité dans Midi Pôle, prochaine réunion intersyndicale mardi. Donc vous nous tiendrez au courant, bien sûr. Oui.